J'ai remboursé 7000 milliards de dettes. J'ai construit pour 500 milliards de routes. Je vous permets d'avoir des bouteilles de gaz moins chères. C'est ça, hein, les messages qu'on va envoyer dans le subconscient de l'électeur gabonais. Pour moi, personnellement, c'est de la poudre de parlimpapa, mais c'est très smart. C'est au ministre de l'économie de changer le visage de sa ville de naissance. Non mais pour de vrai. Quid du ministre des Travaux publics? Quid des maires? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler de politique gabonaise. Je vais déjà commencer en vous souhaitant mes vœux les meilleurs pour cette année 2024. Beaucoup de santé, c'est le plus important. On commence toujours par là. Et tout découlera ensuite, si on est en bonne santé, bien évidemment. Cette année, j'espère pouvoir être le plus productif possible, vous produire des vidéos qui soient à la fois intéressantes, à propos. Donc le cahier des charges que j'ai établi jusque-là pour cette année va être assez chargé. Donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux parce que on va envoyer du lourd. On est de retour là pour cette fois pour de bon. Donc vous allez devoir compter avec moi et avec l'apport que je vous propose en politique et en géopolitique. Donc vu que c'est l'essence même de cette chaîne, on va faire le maximum pour essayer de vulgariser ce qui peut se passer, ce qui peut se produire, et d'avoir à initier si possible des débats, qu'on puisse échanger, qu'on soit d'accord ou pas, en confrontant les points de vue que jaillit la lumière. Donc c'est un peu le programme qui va être le nôtre cette année 2024. Et aujourd'hui, on va parler principalement du Gabon. Il s'est passé énormément de choses du mois de août 2023 à ce jour, après le coup d'État qui a fait chuter l'héritier de la famille Bongo, Ali Bongo, qui après un AVC n'était plus vraiment aux commandes. C'est sa femme, Sylvia Bongo, et leur fils aîné Noureddine, et leurs amis qui avaient les rênes du pays. Le chef de la garde républicaine a fait un coup d'État, et donc depuis à peu près 100 jours, il initie pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va décrypter principalement l'allocution du 31 décembre, le bilan des 100 jours qu'il fait, la projection qu'il a faite pour 2024 et donc forcément pour 2025, l'année où la transition normalement devrait prendre fin avec une élection générale qui devrait normalement se dérouler en août 2025. Donc on va apprécier cet exercice auquel s'est prêté le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais également vous parler des différentes sorties un peu polémiques qu'il a pu faire pendant son tour du Gabon, que ce soit Ndende, Port-Gentil, Oyem. Donc c'est principalement sur ces points qu'on va baser la vidéo de ce jour. J'ai déjà fait ma pub, je ne vais pas vous embêter à nouveau, mais vraiment n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, SW Decrypt, Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Bombardez de likes, s'il vous plaît, c'est hyper bon pour le référencement, ça permet de proposer la vidéo aux autres utilisateurs de YouTube, et puis ça peut intéresser des amis à vous, donc n'hésitez pas à partager, et abonnez-vous en masse. Donc on va pas prendre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel,
où j'ai l'honneur de m'adresser à vous à l'occasion du Nouvel An. Il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. L'année 2023 qui s'achève. Par contre, niveau gestuel, c'est pas encore au point, hein. Vous me direz, c'est son premier exercice en la matière. Qu'il ne soit pas trop à l'aise et que il soit un peu gauche, c'est normal. Mais bon, c'est particulier. A été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les forces de défense et de sécurité ont unanimement décidé de ne pas cautionner la forfaiture électorale. Et on voit vraiment qu'il lit le prompteur. C'est vraiment flagrant. Elles ont pris leurs responsabilités aux yeux du peuple gabonais et de la communauté internationale, de respecter le serment de protéger la nation contre la dictature et la corruption, en mettant fin à un régime à bout de souffle, et dont les pratiques nous auraient conduits inévitablement vers le chaos. Le coup de la libération a été salué par l'ensemble de la population. Par cette adhésion, elle a tenu à être en harmonie avec les paroles de notre hymne national, socle de notre vivre ensemble. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions ouvre ainsi une période de transition politique dans notre pays. Parvenu à cette étape, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au peuple gabonais pour son soutien enthousiaste au coup de la libération. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une rétrospection afin d'apprécier sans complaisance les actions réalisées, d'apporter les rectificatifs qui s'imposent et surtout de nous projeter vers un futur pour relever les prochains défis de notre destin commun. En effet, en 4 mois d'exercice, nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Celles-ci réduiront l'évasion fiscale, la corruption, en favorisant l'équité sociale. Mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Celles-ci réduiront l'évasion fiscale, la corruption, en favorisant l'équité sociale. Mais c'est quoi le rapport? En quoi faire en sorte que les services publics soient plus performants, donc que les gens se soignent mieux, que les enfants puissent avoir un enseignement de qualité dans de bonnes conditions? C'est ça qui va réduire l'évasion fiscale et la corruption. C'est quoi le rapport? J'ai pris la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'économie et mettre fin à la délivrance des visas d'opportunité par la présidence de la République, dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État. En 4 mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. La dette du Gabon, aujourd'hui, l'encours global est de 7 000 milliards. Ils ont trouvé 7 000 milliards où pour rembourser la dette? C'est une contre-vérité. Il y a eu un article qui nous fait en fait le détail de ce qui a été remboursé.
Déjà, là, il nous parle de 381 milliards. Donc, on est relativement loin des 7000 milliards qui constituent donc la dette intérieure et extérieure du Gabon. Et dans le détail, on nous dit qu'ils ont remboursé donc des arriérés de dette. Et encore, on nous explique que 27 milliards ont été remboursés à la Banque africaine de développement, 10 milliards à la Banque islamique de développement, 6 milliards à la Banque mondiale, 11 milliards au FMI, et non seulement on est loin des 7000 milliards, mais en plus de ça, on est loin des 381 milliards qu'on met en avant. Et ça, c'est un article que j'ai trouvé sur le mur du ministre de l'économie, Maïs Mouissi. Et je dois avouer que je ne comprends pas comment est-ce qu'on arrive à cette somme. Parce que 11 milliards, 6 milliards, 10 milliards, ça ne fait pas 300 milliards de francs CFA. Donc si quelqu'un a le détail, je suis preneur. Parce que je dois avouer que j'ai lu cet article 2-3 fois et, pour trouver la subtilité et comprendre comment on arrive à ce montant. Mais bref, on est loin des 7000 milliards qui représentent la dette actuelle du Gabon. Et je vais faire une recherche avec vous là tout de suite, pour bien vous montrer que je ne dis pas des bêtises et que le montant de la dette est bien 7000 milliards. 7131 milliards 700 millions. Donc bon, les arrangements avec la réalité, je ne sais pas vraiment si c'est nécessaire et à qui ça profite. Parce que le grand public pense qu'Oligui Nguema a remboursé toute la dette du Gabon. Alors que ce n'est clairement pas le cas. En seulement 4 mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans les grandes villes. À ce jour, ce sont 421 km de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. 400 km de route. En 4 mois. Les amis, en République gabonaise, 1 km de route coûte à peu près 800-900 millions. Donc si on fait 800 millions fois 500 km, ils ont trouvé l'argent où? Donc ça fait quasiment 500 milliards. Au bas mot, ou 400 et quelques. Pourquoi est-ce qu'on veut enjoliver les choses? Prendre le risque d'être dédit ou de ne plus être cru, tellement vous êtes venu avancer des faits qui ne sont pas réels. 400 km de route revêtue. Mais ces 400 km là sont où? Et vous avez trouvé l'argent où pour faire ça? Et quand on sait la lenteur avec laquelle les entreprises font des chantiers au Gabon, en 4 mois, 400 km de route. Dang. En seulement 4 mois, nous avons mis à disposition 8900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. C'était peut-être nécessaire, hein, parce qu'effectivement, il y a eu un gel des recrutements dans la fonction publique sous le précédent régime. Mais s'il y avait eu ce gel, c'est parce que les institutions financières, FMI, Banque mondiale et les autres partenaires financiers du pays avaient demandé justement un peu plus de sobriété de ce côté-là. Ali Bongo et son régime avaient recruté énormément de gens. Et donc, la masse salariale de l'État n'était pas soutenable. Qu'Oligui vienne mettre 9000 postes budgétaires sur la table, parce qu'il doit y avoir des départs en retraite, certainement pour les compenser, pour faire en sorte que les différents services publics soient au point. Mais on paye ça comment?
si on additionne les soi-disant 7000 milliards de dettes qu'ils ont remboursées, plus au moins 500 milliards pour les routes, là, 9000 postes budgétaires, il y a un loup quelque part. À moins qu'on ait trouvé une manne que je ne sois pas au courant, c'est énorme. Il y a un article de Gabon Review qui a tiré un peu de la sonnette d'alarme, principalement sur le recrutement dans la fonction publique. À la fin décembre 2023, le Gabon comptait 105 000 agents de l'État, dont 55 000 personnes émargeant à la fonction publique. En 2024, ce chiffre pourrait doubler avec la centaine de milliers de demandes déposées qui alourdissent davantage la charge de l'État déjà jugée préoccupante. Et il y a eu 130 000 dossiers de demandes d'intégration qui ont déjà été recueillis par les directions centrales des ressources humaines de ce ministère. On se demande si ça ne va pas asphyxier et obérer les finances publiques. On paye tout ça comment? Parce que c'est peut-être nécessaire, hein? Mais je le répète, à énoncer toutes ces promesses, ça peut donner un peu le sentiment de vouloir être un peu populiste. Ce que les autres n'ont pas pu faire, moi je le fais. Pourquoi le fait-il? C'est la question à se poser. Le fait-il parce qu'il est déjà en campagne? La question mérite d'être posée. Parce que, mine de rien, tout ça finira par nous retomber dessus. Si l'État est mal géré, si on prend des décisions sans même avoir bien checké à l'avance comment financer tout ça. Et je vous dis ça, d'ailleurs, je me rappelle de la conférence de presse du Premier ministre, Raymond Nonsima, aussi pour les 100 jours, où il est quand même venu nous annoncer une dinguerie. Je ne m'avance pas, je vous mets le petit extrait et on reviendra sur les vœux de l'Ingema. Et du fait de la nature, mais je vais abonder sur une question qui est plutôt du fait de l'homme. Après la gratuité des inscriptions décrétées par le président de la transition, les établissements scolaires sont confrontés aux difficultés de trésorerie. Parce que justement, ces frais de scolarité-là permettaient d'acheter la craie et pour pouvoir permettre aux enseignants de dispenser leurs cours avant que les financements de l'État n'arrivent. Aujourd'hui, nombreux d'entre eux sont contraints à payer de leur poche la craie pour enseigner nos enfants. Quand pensez-vous que ces établissements-là pourront rentrer en possession de leur subvention pour pouvoir éviter que les enseignants aient à payer d'eux-mêmes leurs craie? Ou les élèves. Ou parfois les élèves, parfois la contribution des parents. Bon, je voudrais d'abord rappeler que toutes les choses qui se font toujours de façon un peu bizarre ont des problèmes ensuite. Vous savez ce qu'avait dit quelqu'un? On ne sort des ambiguïtés qu'elles sont des cléments. Là, il parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est fait de manière un peu bizarre? Cette décision a été prise à l'emporte-pièce. J'ai pas trop compris. Si quelqu'un a la réponse, s'il sait de quoi Nonsima parle, je suis preneur. Les frais qui étaient logés, les charges qui étaient logées dans les frais d'inscription, etc., on les avait baptisés d'un autre nom, n'est-ce pas? Et tout le monde considérait que, tout le monde, y compris nous, y compris, je pense, de bonne foi, le président de la transition, tout le monde a compris que, bon, les enfants payaient les frais et puis il suffisait de les enlever et il n'y avait pas de problème. Sauf que on découvre que cette partie du fonctionnement des établissements dépendait de ça. Il n'y a pas que ça qui dépendait de ça. Il y a d'autres choses qui dépendaient de ça. Comme on trouve des dépenses qui sont parfois redondantes. Par exemple, des endroits où on dit, non seulement il y a ces frais, mais on demandait aussi aux enfants d'apporter une rame de papier, etc. etc. Et n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord là-dessus. Bien. La décision a été prise de supprimer. C'est en allant visiter les établissements qu'on découvre que un problème se pose. Et je peux vous dire que c'est lorsque nous sommes allés au collège Mandela qu'une des responsables de l'établissement nous a expliqué le problème que vous venez d'évoquer. Bien. On est... Les amis, c'est grave. Ça veut donc dire qu'ils prennent des décisions en ne s'assurant pas de l'incidence que ça va pouvoir avoir, en se renseignant. C'est pas juste on supprime pour supprimer, mais lorsqu'on prend des décisions comme celle-là, il faut quand même qu'elles soient bordées un minimum. Avoir à demander, enfin c'est une décision qui a été prise, je suppose, avec l'assentiment de la ministre de l'Éducation nationale, qui est censée savoir quel est l'état de son département,
Pourquoi est-ce que ces frais sont demandés chaque année? Et lorsqu'on décide de les supprimer, c'est quand même un travail intellectuel qui est indispensable. Vous ne vous dites pas juste que ces gens sont des voleurs ou que c'est indu et puis on supprime. Il y a quand même un minimum d'assurance à prendre avant de prendre cette décision. Et c'est pas le plus grave. Dans le convoi, le président était devant, etc. Il explique, voilà, nous avons un problème, ce que vous avez supprimé, c'est bien, ça soulage la famille, mais voilà ce que ça couvrait. Ben, ça couvre ça, ça veut dire qu'il faut chercher maintenant un moyen de venir au secours des enseignants pour pouvoir couvrir la dépense qui est toujours là et qui n'est plus couverte par aucune recette. Je pense que si on avait su ça, il y a des efforts qui ont été faits au profit de différents établissements. C'est regarder les contributions qui ont été faites en termes. Donc là, le vrai ministre Raymond Nonsima nous dit on a supprimé ce complément d'inscription ou cette participation des parents d'élèves et l'État n'est pas en capacité de pouvoir la compenser ou en tout cas immédiatement. Président, en termes d'ordinateurs, de tableaux, machin, etc., je suis sûr que si l'information avait été bien connue, bien évidemment qu'on aurait couvert les choses qui étaient normalement concernées par ça. Mais puisque ce n'était pas bien connu, bon, la décision est restée, ce volet est resté non couvert. Naturellement, nous sommes en train de travailler pour que dans les meilleurs délais, on puisse trouver des réponses à cela. Je ne veux pas être trop caustique ou jouer le sniper, mais ça inquiète, hein. Limite, ça fait amateur. Encore, vous pouvez me dire, Brice Oligui Nguema est un militaire, la politique, il la découvre. On peut être magnanime. Vous avez un homme comme Raymond Nonsima qui est quand même un homme d'État, un homme politique confirmé. Comment vous faites encore ce genre d'erreur? C'est pas possible. Et je le répète à nouveau, ça donne vraiment le sentiment qu'on fait d'abord les annonces et on check ensuite, après coup, si c'est réalisable, réaliste ou pas. Normalement, le cheminement intellectuel aurait dû être l'inverse. Ce qui partait peut-être d'une bonne action, hein, d'une bonne décision. Mais comme il n'y a pas eu de méthode, malheureusement, ça tombe à plat. On revient sur les vœux du président de la transition. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement 4 mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité, en tant que président de la République, est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Pourquoi le gaz? Mais pourquoi pas autre chose? Première question. Et donc, il y a eu une baisse de 1000 francs CFA, donc à peu près 1,50 € sur le prix des bouteilles de gaz. À la base, c'était 5400 et quelques, aujourd'hui c'est 4400 quelque chose. Sauf que cette réduction du prix du gaz, c'est pas on enlève et puis personne n'aura à payer ces 1000 francs par bouteille de gaz. C'est une subvention étatique qui va prendre à sa charge ces 1000 francs. Déjà, l'enveloppe subvention aux produits pétroliers, c'est de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Vous rajoutez cette nouvelle subvention, je ne suis pas contre le panier de la ménagère, tout ce qui permet de l'alléger, tant mieux. Sauf que ceux qui vont devoir payer d'un autre côté, ça va être nous. Vous allez
avoir la bouteille de gaz moins chère, mais vos services publics ne pourront pas réellement avoir tous les financements dont ils ont besoin, parce que la subvention aux produits pétroliers, c'est 100 milliards. Parce que l'argent qu'on dépense pour ça, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans l'école, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans les routes, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans les hôpitaux. 100 milliards de francs CFA, c'est 150 millions d'euros. C'est de l'argent qui peut nous servir à autre chose. Et je suis peut-être monomaniaque, mais je me demande si ça encore, ce n'est pas une décision pour bien paraître au niveau de l'opinion. Et soyons fous, si jamais on a l'envie de se présenter pour l'élection de 2025, faire en sorte qu'on ait le maximum d'opinions favorables et demander aux gens de voter pour nous. Parce que mine de rien, j'ai remboursé 7000, je reviens encore sur ça, oui. J'ai remboursé 7000 milliards de dettes. J'ai construit pour 500 milliards de routes. Je vous permets d'avoir des bouteilles de gaz moins chères. C'est ça, hein, les messages qu'on va envoyer dans le subconscient de l'électeur gabonais. Pour moi, personnellement, c'est de la poudre de parlimpapa, mais c'est très smart. Et c'est pour ça que moi je militais et que je faisais partie des gens, et je le pense toujours, qui pensent que la promesse initiale que le président de la transition ne doit pas et ne peut pas se représenter à l'élection qui clôturera sa transition, c'est pour éviter tout ça. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en campagne et qui veut rester là, non seulement c'est totalement déséquilibré pour les autres challengers, les autres concurrents qu'il va avoir, il vient avec le statut de président en fonction, donc président sortant, et il a tout loisir de pouvoir se construire un bilan, et s'il n'a pas les moyens d'avoir un bilan qui soit reluisant, c'est pour ça que je faisais vraiment partie des gens qui disaient, une fois que la transition se termine, tous ceux qui ont été partie prenante à cette transition, ils se mettent de côté pour l'élection de 2025. S'ils veulent revenir plus tard, ils sont gabonais, citoyens gabonais comme les autres, qu'ils reviennent, mais c'est pour éviter justement ce type de situation. Notre nation doit être le reflet de la multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes et de groupes ethno-linguistiques qui la composent. En parcourant nos différentes provinces, j'ai compris que notre histoire est profondément inscrite dans nos gènes. Notre nation est plus que la somme de ces différences. Et à partir de plusieurs, nous ne sommes que un. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ce qui nous rassemble, avant d'œuvrer pour nos intérêts individualistes. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas tout faire dans les 100 premiers jours, ni dans les 1000 premiers, ni même pendant toute la durée de la transition, voire même pendant toute notre vie sur Terre. Mais nous pouvons commencer. Commençons par la restauration des institutions. Pour ce faire, deux choses sont essentielles. Le dialogue national, qui sera convoqué dans les prochains mois, et la nouvelle... Donc là, on a fini sur le bilan, et là, c'est la projection pour l'année 2024. Donc comme vous êtes censé le savoir, il va y avoir un dialogue national qui a attendu début deuxième trimestre 2024, et une constitution, normalement, qui devrait découler de ce dialogue national, courant 2024 aussi, avec certainement, peut-être pas pour 2024, peut-être 2025 cette fois, pour le référendum qui permettra de valider ou pas la constitution, et une élection présidentielle, municipale et législative à l'été 2025. Donc c'est ça le chronogramme de la transition, et c'est ce qu'il se permet de repréciser dans ce chapitre-là de ses vœux à la nation. Constitution qui sera élaborée par la constituante et adoptée par voie référendaire. En prévision du dialogue national, et parce que l'avis et la participation de tous sont nécessaires, un appel à contribution citoyenne a été lancé. Je me réjouis du grand nombre des contributions reçues. Cela témoigne de la vitalité, de la réflexion des Gabonaises et des Gabonais. Ainsi, l'envie brûlante de tous de participer à la construction de l'édifice Gabon. Mon ambition
est de faire du Gabon un pays modèle dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi, en harmonie avec l'ordre des architectes gabonais, nous avons envisagé la construction de la ville éblouissante et fière, qui respectera les normes environnementales et sera digne des plus grandes capitales modernes. En attendant la matérialisation de ce projet, le gouvernement poursuivra le programme de construction de logements sociaux adaptés aux réalités des Gabonais et mènera à terme ce inachevé. J'ai instruit. Je le répète, avec quel argent? Et il aurait peut-être été nécessaire au président de la transition ou à son ministre de l'économie ou au porte-parole du gouvernement de venir nous dire comment est-ce qu'il comptait financer tout cela, comment est-ce qu'il comptait faire pour que ces promesses se matérialisent. Je reste encore sur mon idée. Quand vous faites passer des messages en mode « élisez-moi et je ferai Libreville 2 ». Élisez-moi, je ferai en sorte que les logements sociaux sortent de terre. C'est son rôle. Enfin, non, c'est pas son rôle. Parce que la transition n'était pas censée créer une nouvelle capitale. Et là encore, c'était pour avoir la carte du président visionnaire, bâtisseur. Pourquoi pas, hein? Mais je trouve que ça fait mélange des genres. Ce n'est que mon avis personnel. Vous direz certainement que je ne suis jamais content. Je pourrissais le régime d'Ali Bongo. Je suis peut-être un peu dur avec le président de la transition. Mais moi, j'aime quand les choses sont logiques. J'aime quand il y a une lisibilité. Je trouve pas ça hyper conséquent. D'autant que ça crée des interrogations chez moi. Je me pose des questions. On finance ça comment? Pourquoi le faire? Quels sont les objectifs visés qu'on ne veut pas tout de suite dévoiler? J'ai un côté un peu cynique qui me dit qu'il doit y avoir aussi en face un peu de cynisme. Et donc, j'ai cet esprit critique-là de me poser des questions et d'être curieux. Et en écoutant le président de la transition, il n'y a que des points d'interrogation dans ma tête. Le gouvernement de poursuivre l'extension et le développement du réseau routier national par la réhabilitation de l'existant et la construction de nouvelles routes. Dans la même lancée, pour ce qui est de la problématique de l'emploi, j'ai également ordonné d'inviter les entreprises de tous les secteurs à doubler leur production. Ainsi, elles pourront augmenter leur capacité à recruter. C'est l'occasion de souligner. Elles doublent leur production, ok. Mais s'il n'y a pas d'acheteurs pour payer cette production, à quoi ça va servir? Et puis bon, c'est un peu particulier de se dire qu'il suffit de doubler la production et puis donc ça va faire embaucher des gens et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Il faut encore pour ça que les gens aient un pouvoir d'achat et en capacité de pouvoir justement consommer. Je trouve ça un peu inconséquent. Que le modèle économique d'une fonction publique, seule pourvoyeuse d'emploi, n'est plus adapté à nos États. Vrai. Nos jeunes doivent cesser de rêver d'être fonctionnaires. Totalement Et d'accord. privilégier l'entrepreneuriat. Sortons des idées reçues qui consistent à penser que les petits métiers avilissent l'homme. Au contraire, ce sont eux qui portent la société vers la croissance et le développement. Ah, totalement d'accord. Afin de soutenir l'entrepreneuriat, le gouvernement devra me soumettre très rapidement les conditions de la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes, capable d'accompagner les PME, PMI à travers les 9 provinces. Peuple gabonais. Il va falloir que cette banque gabonaise de développement soit correctement gérée. L'État va trouver où le financement pour créer cette banque. Et 3, par le passé, on a déjà eu une BGD. Ça s'appelait même la BGD, Banque gabonaise de développement. Ça s'est terminé comment? Comme toujours au Gabon, par une faillite, des arriérés de salaire dus aux employés. Je me demande si c'est vraiment prioritaire.
Vous me direz, il faut trouver une solution pour cette jeunesse qui est très souvent dans l'oisiveté, qui est obligée de tomber dans le banditisme, les déviances, l'alcool, le sexe, etc. Chaque année, il y a des dizaines de milliers de jeunes Gabonais qui deviennent majeurs, donc il faut leur trouver un avenir. Très bien, pas de problème. Mais créer une banque spécialement pour ça, est-ce qu'il y avait peut-être pas là plutôt la nécessité de demander aux banques existantes, aux banques commerciales, en apportant la garantie de l'État et créer une espèce d'impulsion qui permette de rassurer les banques et de leur permettre de donner un peu plus de crédit à des entrepreneurs, de financer l'économie, tout simplement. Dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière Assala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de notre économie. De même, je demandais comment est-ce qu'il allait pouvoir financer toutes les promesses qu'il a faites. Les Libreville 2, les tramways, les routes. Il va falloir forcément que l'État ait beaucoup plus de ressources. Et avoir une société gabonaise dans le monde du pétrole et s'approprier un peu plus nous-mêmes ce secteur qui a été très souvent géré par des sociétés étrangères, par des majors étrangères, sauf que, à moins que ce ne soit pas la même utilité, ils ne sont pas dans le même domaine ou ne font peut-être pas le même métier, je ne sais pas, je ne vais pas faire genre je maîtrise, mais je me pose la question de savoir, il y avait déjà la GOC, Gabon Oil Company, qui était normalement chargée de défendre les intérêts de l'État dans ce domaine. Là, il va falloir acheter les parts de Morel et Prom, de mémoire. C'est eux l'actionnaire majoritaire d'Assala. C'est un fonds de pension. Leur ADN, c'est faire du profit. Donc ils ont racheté Assala, ils l'ont restructuré. Là maintenant ils ont décidé de partir. Mais vous n'allez pas juste dire je nationalise, enfin c'est même pas ce qu'il a dit. Ils vont lever le droit de préemption, donc ça veut dire qu'ils sont prioritaires lorsqu'il y a une vente de pouvoir dire moi l'État gabonais je vais racheter, mais ça aussi il va falloir trouver l'argent. Est-ce qu'on parle de milliards et de milliards de francs CFA? Est-ce que là tout de suite c'était la chose à faire? Et en parlant de pétrole, le président de la transition a fait savoir à son ministre du pétrole qu'il fallait trouver le moyen de pousser de plus en plus ces sociétés pétrolières, donc les majors, à venir faire de l'exploration de nouveaux blocs pétroliers ou gaziers au Gabon. Et effectivement, quand on sait qu'il y avait un droit d'entrée assez important qui était demandé par le régime déchu pour pouvoir venir faire de l'exploration, à savoir en plus que tout ce qui est exploration de pétrole, de gaz, c'est des milliards d'euros quelquefois qu'il faut mettre sur la table, et tout ça en ayant aucune assurance que vous allez trouver quelque chose. Donc, lorsque vous voyez toutes les dépenses que l'État gabonais va avoir, redynamiser le secteur du pétrole, c'est indispensable. Quand vous savez, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, ils ont découvert un énorme gisement de pétrole et de gaz qui leur permettra de faire un bond incroyable. Il va y avoir pas mal de fonds qui vont rentrer grâce à cette exploitation du gaz et du pétrole. Ça peut être aussi le cas pour le Gabon. Ça, pour le coup, très smart. Vous me direz, il n'y a pas aussi 36 000 autres possibilités. C'est un coup à tenter. J'ai instruit le chef du gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique. Celle-ci permettra de financer le développement des collectivités locales. Et je voudrais particulièrement m'adresser à mes pères, mes mères, mes aînés, qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis témoin des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et je prends l'engagement de commencer à payer les rappels de vos pensions d'ici le mois de février 2024. L'envol que nous voulons pour notre pays nous commande la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale
et d'un nouvel aéroport à Andem. Pour ce faire, on paye ça comment? Et ce n'est pas la transition de recréer une compagnie nationale. Il y a bien d'autres priorités que d'avoir cette dépense de prestige. Effectivement, ça va redynamiser peut-être l'aviation civile. Ça va peut-être concurrencer un peu Air France, qui est la seule compagnie qui fait des directs entre Libreville et Paris, par exemple. Mais acheter des avions et avoir une compagnie nationale, il faut vraiment avoir les reins solides. Parce qu'il y a de très grandes nations, de très grands pays, dont les compagnies nationales ont fait faillite parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'assurer. Et en disant ça, je pense principalement à l'Afrique du Sud. Le Gabon face à l'Afrique du Sud, il n'y a pas match. Mais South Africa Airways a fait faillite à cause de ça. Ça coûte très très cher d'avoir une compagnie nationale. Et ensuite, un nouvel aéroport. Un nouvel aéroport, c'est des milliards et des milliards. Au moins plusieurs dizaines de milliards. Il va vraiment falloir faire en sorte que, et je l'espère pour lui, que le général Oligui Nguema ne nous fait pas que des effets d'annonce un peu à la Ali Bongo. Parce que rappelez-vous, en 2009, c'est pas mal ce que faisait Ali Bongo. Et là, il y a énormément de promesses où on se demande comment est-ce que ça va pouvoir être réalisable. Parce qu'en plus, c'est pas des petits projets. Libreville 2, c'est un méga projet. Un aéroport international aussi. Vous rajoutez à ça donc des logements sociaux qu'il va falloir construire, des routes. Le Gabon est un pays riche, c'est vrai. Avoir peut-être un chef qui est économe pourra peut-être permettre d'atteindre tous ces objectifs. Mais bon, j'ai pas l'impression spécialement qu'Oligui soit économe et j'ai pas spécialement l'impression qu'ils vont pouvoir trouver le moyen de financer tout ça. Peut-être que l'avenir me fera mentir. On se pose des questions. Au bas mot, on est interrogatif. Les études techniques de ces projets sont en cours. Par anticipation, le gouvernement mènera des travaux d'extension et de mise aux normes de toutes les pistes aéroportuaires de l'intérieur du pays. À ce titre, j'annonce que les aéroports de Makoko et d'Oyem seront les étapes de départ de ce projet de restauration. Mes chers compatriotes, j'entends faire de la promotion des droits de l'homme un axe majeur de cette transition. Je veux œuvrer à construire un Gabon sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de langue ou de religion. C'est pourquoi l'année 2024 qui commence sera placée sous le sceau d'une prospérité partagée et d'une plus grande humanité. Aussi, j'envisage la libération de 1000 prisonniers sous les conditions prévues par la loi. Bon, ça c'est la tradition. Par ailleurs, la protection des biens et des personnes restera une de mes préoccupations majeures. J'attends des forces de défense et de sécurité qu'elles soient responsables au service du peuple et de la paix, comme elles l'ont été le 30 août dernier. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je voudrais vous adresser chaleureusement mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité et de longévité. Puisse l'Éternel, notre Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances, dans sa grande et profonde bonté, continuer de veiller sur notre cher pays, le Gabon. Bonne et heureuse année 2024. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Donc ça c'était l'allocution du général Oligui Nguema donc pour la nouvelle année.
Je vais vous montrer ce qui m'a un peu interpellé pendant la tournée qu'il a faite dans le pays. Après avoir commencé par des visites à l'international, il a arpenté le Gabon profond, déjà pour se présenter, pour expliquer donc son coup d'état. De mémoire, c'était à Dendé, juste après que des agents de la SEG ont fait savoir que si leur 13e mois ne leur était pas versé, ils allaient certainement se mettre en grève et couper le courant dans certaines zones. À savoir que la SEG, la Société d'électricité et d'eau du Gabon, se retrouve dans une situation un peu périlleuse où ils sont pas en très bonne santé. Et dans leur convention collective, il est prévu qu'ils aient un 13e mois. On leur a annoncé l'avant-veille du versement de cette prime que finalement, elle ne le sera pas pour raison financière. Et donc, ils ont décidé de gréver et voilà ce que le général Oligui Nguema leur répond. Excusez-moi, la qualité de la vidéo est pas tip-top. J'ai essayé de trouver mieux, mais il n'y avait pas. Parce qu'une société qui n'arrive pas à satisfaire son peuple n'a pas le droit de nous brandir des menaces de guerre. Sous prétexte d'un 13e mois. Vraiment navré, hein. Je sais pas ce qui s'est produit, pourquoi est-ce que le caméraman a retourné la vidéo. C'est pas moi qui vous paye. Vous êtes incapable de payer les groupes électrogènes. Vous venez ici à Mouna, il a fallu que le premier ministre du gouvernement, le CTR, s'accorde pour payer les groupes électrogènes. Pour renforcer l'électricité. Les Gabonais n'ont pas d'eau au robinet. Et vous brandissez les menaces de guerre. C'est aux agents de la SEG d'acheter des groupes électrogènes pour pallier au sous-investissement qu'il y a eu à la fois de l'État mais de son partenaire à l'époque, Veolia. Et encore, il paraît que Veolia avait les fonds très souvent pour faire les travaux nécessaires. Mais c'est l'État qui a très souvent été défaillant. Soit c'est le management qui n'a pas joué son rôle. Et donc là, on vient le reprocher à de simples agents de la SEG de faire en sorte que c'est de leur faute qu'il n'y ait pas d'eau au robinet ou que les gens n'aient pas de l'électricité sans interruption. Ça donne le sentiment qu'Oligui Nguema veut jouer, lui le libérateur patriote qui défend les intérêts des citoyens gabonais contre de vilains méchants grévistes quand même. Mais les services de renseignement, l'armée est allée les chercher dans les maisons. Même ceux qui avaient pris à Oyé, à Chibanga, à Maboko, ils ont été rattrapés par les forces de l'ordre. Et les obligés à venir faire le service militaire. Donc je pense que ces agents n'ont pas encore compris qu'ils doivent passer par le service militaire. Alors, si nous mettons plus dans le noir, et je verrai là où ils sont. J'ai ici les services de renseignement, ici, et là. Je vais sortir les fiches sur chacun d'eux. Ce syndicat. Et qu'ils ont barré les rues. Mais ça, c'est une dinguerie. Parce qu'ils sont grévistes, les services de renseignement doivent produire au président de la République des fiches sur eux. Ah, ça. Et c'est pas fini. Ils ne sont pas les seuls ingénieurs de ce pays. Parmi vous, il y a des diplômés. Donc, c'est pas 2500 agents qui vont nous emmerder. On a 100 000 dossiers qui attendent à la fonction publique. Et parmi ces dossiers, il y a des ingénieurs. Ils ne veulent pas travailler, ils vont au civil. Ce n'est pas le moment de fermer les gens dans le bureau. Ils partent au civil, on les remplace par d'autres Gabonais qui veulent travailler. Donc, ils n'ont pas encore compris la notion du changement que le dit. Nous sommes dans un état d'exception. Et ce n'est pas qu'ils le comprennent. Ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent passer par le service militaire. Alors, si nous mettons plus dans le noir,
et je verrai là où ils seront. J'ai ici les services de renseignement. Ici. Je me sortis les fiches sur chacun d'eux. Ce syndicat qui se croit plus fort que l'État. Je mets des fiches. Là où ils habitent. Et ils comprennent. Vous allez les chercher maison par maison. C'est inquiétant. Et il a mis sa menace à exécution. Les syndicalistes ont été arrêtés par le B2 de mémoire et on leur a coupé les cheveux. Tout simplement parce qu'ils défendaient les intérêts des agents de leur société. Et dans ce même meeting à Mouila ou à Ndende, voilà ce qu'il dit en parlant du ministre de l'économie Maïs Moussié. Celui de Fugami. Et que je félicite et j'apprécie ce qu'il a fait à Fugami. Donc si Ndende continue de rester dans cet état, c'est Maïs Moussié. Il a venu, c'est pour me changer le visage de Ndende. C'est au ministre de l'économie de changer le visage de sa ville de naissance. Non mais pour de vrai, quid du ministre des Travaux Publics? Quid des maires? Qu'est-ce que ça veut dire? Et que je vois les 9 août. Et je veux voir ces 9 août. Vous m'avez parlé de l'administration, le bâtiment qui est à côté, ils doivent le finir. C'est à lui de faire ça, ministre de l'économie. Toujours en parlant de Maïs Moussié, le président de la transition est quand même venu nous dire que si les ministres venaient à voler, s'ils volaient un peu, c'est pas trop grave, du moment que c'est pour financer justement tous les chantiers qu'ils doivent faire dans leur village et ville natale. Mais c'est s'ils volent beaucoup qu'il les mettra en prison. Je vous mets un extrait tellement c'est ahurissant, je préfère vous restituer ces mots et que vous puissiez le constater vous-même. Nous sommes au Gabon, et je pense que c'est Omar Bongo qui le disait, il le disait pas mal, que celui qui transporte un sac d'arachide, s'il en mange 2 et qu'il vous réalise cet édifice, je ne veux pas le mettre en prison. Mais s'il ne prend que mon sac d'arachide et que les Gabonais n'ont rien, il partira en prison. Et pour terminer, autre chose qui est un peu plus récent, cette sortie-là du président de la transition. On connaît votre histoire mieux que vous. Toi qui viens me parler ici, est-ce que tu sais que quand De Gaulle a fait son coup, vous lui avez donné à l'Assemblée 5 ans de transition sans aller au vote? Et pourquoi tu m'imposes le vote? Pourquoi les Français lui ont donné 5 ans cadeau? 5 ans. C'est De Gaulle qui a changé l'image de la France. Tout ce système qu'on dit la France-Afrique, c'est De Gaulle. Vous bénéficiez d'un système qui est bien, et quand on veut remettre la même chose chez nous, vous dites non, les militaires ne sont pas mis au pouvoir. Donc s'ils disent merci à De Gaulle, ils doivent aussi me dire merci. Libérer la France, moi je libère le Gabon. Je suis fier, on n'a pas peur. Là, ils vont m'amener, on a la réponse à tout. Et comme je vous ai dit, on avance dans ce combat. Vous avez fait beaucoup de doléances, j'ai compris. Vous avez parlé, j'ai... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sans voix. Je ne surjoue pas la chose, je suis vraiment sans voix. Si aujourd'hui les présidents de la transition, n'oublions pas que c'est parce qu'ils sont venus avec des armes. Ils s'imposent à nous, personne ne l'a choisi,
Et dans son entendement, si on pouvait le laisser diriger le pays sans qu'on ait notre mot à dire, ça lui conviendrait. Que vu que De Gaulle en 1945 est venu pendant 5 ans, c'est que lui, il pourrait aussi largement faire la même chose et personne n'aurait un mot à dire. C'est particulier quand même. Personne, il n'a pris la vie de personne pour être aujourd'hui à la tête du pays. Vous me direz, la situation que vous connaissez avant, il fallait y mettre un terme, très bien. On lui en sait gré pour ça, mais c'est pas pour autant prendre notre gratitude pour un chèque en blanc. Et donc, on peut rester là pendant une assez longue période sans avoir à avoir notre assentiment, notre consentement. C'est très 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 particulier. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette sortie, mais c'était ni fait ni à faire, mon humble avis. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce jour sur l'actualité politique de notre cher pays, le Gabon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez qu'Oligui n'est pas populiste du tout, c'est ce qu'il fait était à faire et que ça vous convient, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes plutôt de mon avis et que vous êtes un peu dans l'expectative, limite très interrogatif, dites-le moi aussi. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, SWDecrypt. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, comme je vous le disais en intro, on est reparti. Donc vous allez me revoir normalement dans la semaine. C'était votre gars SW. Une excellente journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous voyez cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Peace out.